Mesdames, Messieurs, bonjour, il est midi à Dakar et partout ailleurs au Sénégal, 12h GMT. Bienvenue dans le grand journal de la RFM. Sommaire de cette édition, Sadio Mané et le Ballon d'Or France Football. Verdict ce soir. Dans ce journal, les avis, pronostics et analyses d'experts, mais aussi de profanes. À suivre notamment l'attente fiévreuse à Bambali, le village d'origine de Sadio Mané, et le pessimisme de Joseph-Antoine Bell. Guy Marius Sagna et 8 autres activistes de la plateforme Arlignoubok toujours dans l'attente de leur déferment. L'enquête de police bouclée, il pourrait être présenté au procureur dans la journée. Hausse du prix de l'électricité, la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal juge la mesure infondée. La CNTS n'exclut pas d'appeler à des manifestations. Et puis la grève des travailleurs de la Société des eaux du Sénégal, pas de perturbation dans la distribution du liquide précieux. Les syndicats rencontrent le ministre de tutelle cet après-midi. Pour les titres de l'actualité internationale, Anna Rocha, bonjour. Bonjour Souleymane Niang, bonjour à tous. Tentative de coup d'État en Mauritanie, le bruit court, le ministre de la Défense dément, mais les relations entre le président et son prédécesseur sont très tendues. L'opération main propre se poursuit au Gabon. 11 personnes sont en détention préventive, a dit le secrétaire général de l'ONU. Rendez-vous dans quelques minutes pour le détail de toutes ces informations, Anna Rocha. Les titres sport avec vous, Malal Diagne Junior. Makhtar Ba quittait l'Assemblée nationale hier. Pour le patron du département des sports, il est temps que l'État assiste les organisateurs de la Ligue professionnelle. À tout à l'heure pour le développement de ces titres, Malal Diagne Junior. Et puis, point de vue à la fin de cette édition. Nous évoquons aujourd'hui la dette du Sénégal et la problématique de sa soutenabilité à l'occasion d'une conférence internationale qui s'ouvre aujourd'hui à Dakar sur le développement durable et la dette soutenable. Si Sadio Mané et le Ballon d'Or 2019 devant Lionel Messi, Ronaldo, ses coéquipiers à Liverpool, Van Dijk, à une vingtaine de kilomètres de Sédhiou. Nous y retrouvons tout de suite et en direct notre envoyé spécial Max Euclide Kamfani. Max, bonjour. Bonjour Souleymane. Comment Bambali vit-elle cette attente des résultats du Ballon d'Or France Football 2019 ? Oui, vous l'avez dit, Bambali se prépare, mais pour l'instant, Bambali s'est réveillé timidement par rapport à cette nomination. Devant la maison de Sadio Mané, des drapeaux commencent à y être attachés, des drapeaux verts rouges du Sénégal, pour marquer l'attachement de cette communauté à l'idole Sadio Mané. À l'intérieur même, il y a des consorts de Sadio Mané qui commencent à filer des t-shirts, mais le rassemblement est prévu dans l'après-midi. Selon quelques fans, c'est un rêve et ils ne s'attendent pas à ce que Sadio Mané puisse remporter ce Ballon d'Or. Donc, les réactions sont un peu mitigées, mais on espère d'ici ce soir que la mobilisation se sera au sein de la maison de Sadio Mané en dehors, parce qu'il y a un podium qui est prévu avec tous ses fans et aussi tous les membres de cette communauté de Bambali. À la mairie même, j'ai fait un tour où le maire s'apprête aussi à recevoir quelques gens des autorités qui voudraient faire partie de cette manifestation et soutenir le Lion du Sénégal, Sadio Mané, pour espérer que le Ballon d'Or soit cette fois-ci à Dakar ou bien au Sénégal pour la satisfaction de tout le monde sportif ici à Bambali et à travers le pays. Ces manifestations lors de nos éditions tout au long de la journée. Mobilisation et prière à Bambali, c'est finalement dans tout le pays que les Sénégalais souhaitent du fond de leur cœur la consécration de l'attaquant vedette de Liverpool et de l'équipe nationale du Sénégal. Mais la désignation du Ballon d'Or n'est pas discutée que dans les chaumières. Les réseaux sociaux et la presse internationale sont également en pleine effervescence. Georges Détié-Diop. L'événement se déroule en France, mais c'est comme si les quotidiens d'information générale ne lui accordent pas trop d'importance. Pas un mot dans Libération et Le Figaro. Aucune mention à la une du journal Le Monde affirme que l'Argentin pourrait remporter ce soir son 6e Ballon d'Or. Un record. À moins que Van Dijk, Mané ou Salah ne créent la surprise. Pendant ce temps, les sites spécialisés s'en délectent. L'équipe s'arrête sur Liverpool de Sadio Mané et souligne qu'avec cette nommée, les Reds pourraient subir l'émiettement des voix et laisser échapper
le 64e Ballon d'Or France Football. Alors que la cérémonie est prévue ce soir, le suspense est levé. Le classement aurait fuité sur Twitter. Le document, selon Orange Football Club, est relayé par plusieurs médias de renom, dont le Daily Mirror, déroule le top 10 avec Messi en tête avec 446 points, Van Dijk à la 2e place, Salah 3e, Ronaldo 4e, Sadio Mané est à la 5e place avec seulement 97 points. Un classement, s'il est avéré, va faire débat. Le journaliste Gilles Verdès annonce la couleur et dit être révolté sur Twitter. Il écrit « Si Messi, joueur extraordinaire au demeurant, et Ballon d'Or, ce Ballon d'Or mythique perd toute crédibilité. » Gilles Verdès d'ajouter qu'on peut aussi lui donner avis, mais le joueur de l'année est Sadio Mané. Visiblement, sa couleur dérange l'ancien international. D'ailleurs, sans aucune discussion possible, c'est Sadio Mané. Dans ce journal, je vous propose maintenant d'entendre l'une des voix les plus respectées du football africain, celle de Joseph-Antoine Bell, l'ancien gardien des Lions indomptables du Cameroun. Un entretien express réalisé par Babacar Fall. Bonjour, Joseph-Antoine Bell. Bonjour, Babacar Fall. Qui va gagner ce soir le Ballon d'Or 2019 ? La logique de la performance globale et sur l'ensemble de l'année veut que ce soit Messi. Il suffirait d'imaginer que toutes les semaines, on attribue des points aux joueurs en concurrence. On verrait à la fin de la saison le nombre de points de chacun. Tandis que quand on ne regarde qu'une seule compétition, on peut, et je pense qu'on commet forcément des erreurs. On confond l'émotion d'un match avec la valeur sur une saison. Alors sur la saison, vous estimez que Sadio Mané, il ne mérite pas ce Ballon d'Or qu'au meilleur buteur de la Première Ligue la saison dernière, vainqueur de la Ligue des Champions, vainqueur de la Super Coupe d'Europe avec un doublé à la clé, finaliste de la CAN. Pour vous donc, il ne mérite pas ça? Je suis persuadé que si vous allez à Amsterdam, quelqu'un vous parlera de Van Dijk en citant aussi comme cela ses performances, en estimant que ne pas lui donner le Ballon d'Or est injuste. Et si vous allez à la Juventus, Turin, peut-être que ceux de Torino ne seront pas d'accord, mais ceux de la Juventus vous citeront comme cela aussi les performances de Ronaldo. Donc, c'est pour cela que je dis que le vainqueur du Ballon d'Or est forcément un grand joueur. Ça veut dire quoi, Joseph-Antoine Bell, que pour vous, Sadio Mané, c'est pas un super joueur, c'est pas un grand joueur? C'est ce que vous voulez dire? Le Ballon d'Or, c'est une seule place. Ça ne veut pas dire que tous les autres n'existent pas et ne sont pas bons. Vous votez Lionel Messi, vous, Joseph-Antoine Bell, ça ne va pas arranger les choses dans vos relations avec les supporters sénégalais. Relations très compliquées comme ça, les supporters sénégalais vous considèrent comme un anti-Sénégal. Je ne donne pas mes avis pour arranger les uns et les autres. Je donne des avis tels que je les sens, tels que je les vois. Et si les Sénégalais n'aiment pas quelqu'un qui dit ce qu'il pense, alors on ne sera pas des amis. Demandez tout de suite à n'importe lequel des supporters sénégalais d'appeler Sadio Mané et de lui demander s'il est certain de gagner le Ballon d'Or ce soir. Et bien Sadio vous répondra qu'il ne sait pas. S'il ne sait pas, c'est qu'il y a un doute. Si lui-même a un doute, c'est que dans son inconscient, il sait qu'il y a la possibilité que quelqu'un d'autre gagne. Merci Joseph-Antoine Bell. À bientôt. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Le reste de l'actualité, c'est l'activiste Guy Marius Sagna et les 8 autres personnes arrêtées vendredi lors d'une manifestation interdite devant le palais présidentiel qui attendent d'être déférés au parquet, probablement dans les prochaines heures. Ils sont toujours en garde à vue dans les locaux du commissariat central de Dakar. Ces membres de la société civile sont poursuivis pour trouble à l'ordre public, participation à une manifestation non autorisée et attroupement. La plateforme Arli Nubok avait appelé à une manifestation pour protester contre la hausse du prix de l'électricité. La LD Debout condamne l'arrestation de Guy Marius Sagna et compagnie, une arrestation que ce parti juge arbitraire. Le secrétaire général adjoint de la LD Debout appelle à une vaste mobilisation pour faire face au régime. Pape Sarr était l'invité des RFM Matin.
C'est dommage que nous ne sommes pas dans une république démocratique qui fonctionne avec des lois qui sont respectées, qui sont équitables pour tout le monde. Parce qu'avant lui, d'autres ont manifesté là-bas et rien ne leur est arrivé. Nous témoignons donc notre solidarité militante aux camarades Guy Marius Sagna et nous appelons l'opinion nationale, notamment les citoyens, mais plus particulièrement les responsables des organisations syndicales, des centrales syndicales, parce que cette affaire d'augmentation du courant est d'abord une mesure qui va frapper dur les travailleurs, le monde du travail, les ménages, les familles sénégalaises. Aujourd'hui, les centrales syndicales ont l'obligation morale, éthique et solidaire de défendre le pouvoir d'achat des travailleurs. Aujourd'hui, le pays a besoin d'eux, ils doivent se sortir et vraiment se prononcer, s'organiser et conduire la lutte pour que cette mesure qui est antidémocratique ne passe pas. Et au niveau de l'opposition, qu'est-ce que vous comptez faire pour la libération de Guy Marius Sagna et compagnie? Mais les concertations sont en cours avec tous les acteurs qui sont concernés. Déjà, on peut se satisfaire du niveau d'indignation. L'indignation est totale et entière dans le pays. Mais l'indignation seulement ne suffit pas quand même, il faut des actions. Mais il faut sonner la révolte, exprimer l'indignation, ensuite s'organiser de manière beaucoup plus pratique. En tout cas, nous, à LD Debout, comme au niveau du Congrès de la Renaissance démocratique, nous sommes convaincus que la place de Guy Marius Sagna n'est pas en prison. Autre réaction, celle de la CNTS qui dénonce la hausse du prix de l'électricité qui est entrée en vigueur depuis hier. Cette centrale syndicale juge cette augmentation du prix de l'électricité infondée. Elle n'exclut pas d'organiser des manifestations. Écoutons le secrétaire général adjoint de la CNTS, Lamine Fall, au téléphone avec El Hadj Ndiogou Diène. Nous avons suivi les explications du DG de la Sénélec qui ne nous convainc pas. En tout cas, nous pensons qu'aujourd'hui, compte tenu du pouvoir d'achat des populations, mais aussi particulièrement pour nous des travailleurs, je pense qu'en tout cas, on ne s'attendait pas à une hausse de l'électricité. Quelles que soient par ailleurs maintenant les explications du DG de la Sénélec, nous pensons qu'en tout cas, compte tenu aujourd'hui du mix énergétique de la Sénélec, nous pensons que devrait même penser à une baisse. C'était en tout cas le souhait du directeur général, de l'ancien directeur général, qui est passé ministre de l'énergie maintenant. Maintenant qu'on en vienne à une hausse, en tout cas nous, en tant qu'organisation syndicale, nous ne comprenons pas et nous dénonçons cela avec la dernière énergie. En tant qu'organisation syndicale, qu'est-ce que vous comptez faire par rapport à cette hausse que vous dénoncez? Oui, nous sommes une organisation. Je pense que les instances vont se réunir certainement dans les prochains jours et on appréciera et la conduite à tenir sera aussi dite d'une façon claire et nette. Je pense qu'en tout cas, il y aura une réaction appropriée. Ce sera une manifestation pour montrer que nous ne sommes pas d'accord et interpellerons l'État de ce point de vue à revenir en arrière. Parce qu'on ne peut pas comprendre, d'après tout ce qui s'est passé sur l'énergie, le mix énergétique aujourd'hui avec le solaire qui coûte moins cher, avec les centrales à charbon qui coûtent moins cher. Tout cela, l'un dans l'autre, je pense, devait nous conduire à une baisse de l'électricité. Après l'électricité, l'eau, les travailleurs de la SDE ont entamé une grève de 72 heures. Ils réclament 15% des actions de la nouvelle société chargée de la gestion de l'eau au Sénégal, Suez. Les grévistes parlent d'un mouvement largement suivi. Cependant, ils dénoncent les réquisitions d'agents par l'État. Une rencontre avec le ministre de l'eau est prévue cet après-midi. Eliman Diouf, coordonnateur de l'intersyndicale des travailleurs de la SDE, est joint par El Hadj Ndiogou Diène. Très largement suivi au niveau national. Nous avons fait l'évaluation. D'ailleurs, tous les travailleurs de Dakar étaient en assemblée générale ce matin, ici au quartier général, au centre des métiers de l'eau. Au niveau des régions aussi, nous avons suivi. La seule fausse note que nous dénonçons aujourd'hui dans ce processus de grève, c'est les réquisitions. Vous savez que dans la grève d'une société à caractère social et vital comme l'eau, le gouvernement a la possibilité de faire des réquisitions pour assurer la continuité du service. Maintenant, cette réquisition, elle obéit à des règles. Les règles, c'est que c'est dans les services essentiels de production et de distribution qu'on peut réquisitionner. Et ils n'ont pas le droit de réquisitionner plus du tiers du personnel ou quart du personnel dans ces services. Et ce que nous avons constaté, c'est que dans certaines usines, ils ont réquisitionné presque les 4/5 ou les 3/4 du personnel. En dehors de cela,
tout le monde a suivi le mot d'ordre. Il y a des contacts parce que nous avons une rencontre avec le ministre de l'eau et de l'assainissement à 17h pour continuer les discussions. Mais nous voulons vraiment préciser aux populations du Sénégal que nous n'avons pas décidé de couper l'eau pour leur priver de l'eau. Non, nous sommes en train de nous battre par rapport à des engagements que nous avons pris vis-à-vis de nos mandants. L'intersyndicale qui avait annoncé un mouvement qui pouvait aller jusqu'à la perturbation de la distribution de l'eau. Mais dans un communiqué diffusé ce week-end, la direction de la société a assuré qu'il n'y aurait pas de problème de ce côté, une promesse qui semble tenue. Par exemple, la grève des travailleurs de la Société sénégalaise des eaux n'a pas encore eu beaucoup d'effet à Rufisque. L'eau coule des robinets dans plusieurs quartiers, même si à la cité Tako, la distribution connaît quelques perturbations. Reportage Abdou Diouf Diagne. Abdoulaye Ndiaye vient de sortir de sa maison située au quartier Tiaoulène. Ici, l'eau coule des robinets. Tout va bien. Moi, j'ai fait mes ablutions avec l'eau des robinets. Je n'ai pas encore constaté de coupure. D'ailleurs, c'est toi qui m'as donné l'information. Chez nous, tout va très bien. C'est le même constat qu'a fait cette habitante de Diamaguène, trouvée devant la mairie-ville de Rufisque. Nous avons de l'eau. Hier nuit, un jeune homme nous avait annoncé une coupure. Mais ce matin, on a constaté la distribution de l'eau. Les populations de la cité Tako de Rufisque commencent, elles, à payer le prix du mouvement d'humeur des travailleurs de la SDE. La distribution de l'eau connaît des perturbations. Awagnan habite ce quartier. À la cité Tako, depuis hier, l'eau ne coule pas des robinets. Nous sommes obligés de nous rabattre sur les charretiers. Nous dépensons 1000 francs par jour. Si la situation continue, ce sera très difficile. À Rufisque, la grève des agents de la Société sénégalaise des eaux n'a pas eu pour le moment beaucoup d'impact. Le liquide précieux coule dans la majeure partie des robinets. RFM Rufisque, Abdou Diouf Diagne. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Dans nos éditions précédentes, vous avez certainement suivi l'histoire de ce jeune homme mort après un accident de la route, faute d'avoir été pris en charge dans les différents hôpitaux dans lesquels l'ambulance des sapeurs-pompiers l'a transporté. Pour se faire soigner au Sénégal, c'est la croix et la bannière pour de nombreux citoyens. Si pour certains, on ne vous fait pas valser entre les hôpitaux, vous ne bénéficiez pas des meilleurs soins. Beaucoup estiment qu'à l'ère du 21e siècle, le Sénégal devrait bien dépasser ce stade, car la prise en charge doit être automatique et efficace. Reportage Nafissatou Silla. Nafissatou Silla que nous retrouverons dans un instant. Nafissatou Silla qui est en place. Il a fait plusieurs hôpitaux, 9 en tout. C'est ce que nous confie Aliou Sall pour que son épouse puisse accoucher. Un véritable parcours du combattant. J'ai vécu quelque chose de spécial. Imaginez qu'on a fait 9 hôpitaux. Et en dernier ressort, elle a accouché à l'hôpital, c'est-à-dire le nouveau hôpital de Djaroy. Vous imaginez, quand j'étais à Bandao, j'ai rencontré une femme qui m'a apeuré et qui a apeuré ma femme. Pour me dire que cette dame-là, si je ne l'emmène pas dans un autre, on va dans une clinique, tu vas payer cher et elle risque de mourir. J'étais avec ma grande sœur. Rien qu'à cause de ce choc, elle avait vomi. Mais vous vous rendez compte. François Préra, devant l'hôpital Le Dantec, s'appuyant sur sa béquille, nous raconte son calvaire avant d'atterrir ici même. Il dit avoir pris son mal en patience. Je l'ai vécu le 18 août passé, après mon accident à domicile. J'ai dû faire 3 hôpitaux et l'après-midi, j'ai atterri dans une clinique parce que je ne pouvais plus supporter la douleur. J'ai dû passer la nuit là-bas parce que faute de place. Et c'est le lendemain seulement que j'ai été admis ici, à Le Dantec. J'ai été à Tiaroy, on m'a dit qu'il n'y a pas de place. À CTO, il n'y a pas de place. À Principal, il n'y a pas de place. Tierno Diallo accompagne son épouse malade du sein et pour lui aussi, c'est compliqué. Je suis allé à Nabil Chouker, on m'a orienté à CTO. De là-bas, on me dit d'aller à l'hôpital Dantec. C'est dur et on me fait payer sans cesse. Ce n'est pas qu'à Dakar qu'on trouve ces difficultés. Partout au Sénégal, nombreux sont ceux qui rencontrent des problèmes. D'ailleurs, de nombreux malades quittent aussi les capitales régionales pour se soigner ici à Dakar. Et souvent, cela peut bien occasionner des frais supplémentaires.
Toujours dans le domaine de la santé, les travailleurs de l'hôpital de la Paix de Ziguinchor ne décolèrent pas. Ils ont encore tenu un sit-in ce matin pour protester contre le mode de recrutement et de rémunération du personnel par la direction de l'administration sanitaire, ainsi que des arriérés d'indemnités de plusieurs natures. Ces travailleurs qui menacent de déclencher un mouvement de grève à partir du 14 décembre prochain invitent le ministre de la Santé à résoudre les problèmes qu'ils vivent dans la structure sanitaire. Et puis transport, rendez-vous manqué ce matin au départ de la première navette de Africa Demdik qui devait partir de Dakar ce matin à 8h à destination de Banjul. Nous reviendrons avec notre reporter Salif Sow sur les détails de ce rendez-vous manqué. Ce sera lors de nos prochaines éditions. Il est 12h22. RFM. L'actualité internationale. Rebonjour Anna Rocha. Rebonjour Souleymane. Il n'y a pas eu de tentative de coup d'État en Mauritanie. L'assurance est du ministre de la Défense. La rumeur s'est propagée lorsque l'ex-président Mohamed Ould Abdelaziz a boudé les festivités de l'indépendance sur fond de tension avec son successeur Abdelaziz et Mohamed Ould Razouani se disputent le contrôle du parti au pouvoir, l'UPR, majoritaire à l'Assemblée nationale, mais qui détient aussi l'essentiel des élus locaux. Les précisions de Mohamed Diop à Nouakchott. Le ministre de la Défense, Hanana Ould Sidi, était face aux députés pour défendre son budget. Il a fait savoir que le limogeage du chef de la garde présidentielle, un proche de l'ex-président, était une procédure normale. Le ministre a-t-il fait taire les rumeurs? Peut-être oui, mais seulement en partie. Sur les réseaux sociaux et dans la presse, on parle d'interdiction de voyager à l'ex-président. Et la guerre continue au sein du comité provisoire de gestion du parti UPR, dont le contrôle divise l'actuel président et son prédécesseur. Bien que minoritaire, car il compte seulement 5 parmi les 27 membres du comité, les partisans de Mohamed Ould Abdelaziz affichent toujours leur loyauté à l'ex-président et fondateur du parti. Quant à la majorité des membres du comité, elle s'est rangée derrière Ould Ghazouani. Et chaque camp réclame le statut de référence du parti pour son leader. Mohamed Diop, Nouakchott, RFM. Afrique toujours, soupçon de corruption au Gabon, 11 personnes en détention préventive. 20 autres sont en garde à vue à la Direction générale des recherches. Il s'agit pour la plupart de proches de Brice Alianga, ex-directeur de cabinet d'Ali Bongo. L'ancien porte-parole de la présidence a lui été placé sous mandat de dépôt. Oumou Kalsoumli. Selon une source qui est l'anonymat, la Cour judiciaire spéciale a entendu 21 prévenus. 13 personnes ont été formellement inculpées et placé sous mandat de dépôt. Parmi eux, Ike Nyoni, le porte-parole de la présidence de la République, et Christian Patrici Tanassa, conseiller politique du président Ali Bongo. Il est poursuivi pour des actes posés pendant qu'il dirigeait la Compagnie nationale des hydrocarbures. 2 autres prisonniers de taille, Renaud Alogo Akoué, ex-directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, et Ismaël Ondias Souna, ex-directeur de la Équatoriale des Mines. Tous sont poursuivis pour détournement de fonds, corruption ou blanchiment des capitaux. Selon notre source, sur les 21 personnes entendues, 6 sont relaxées alors que les 2 autres sont inculpés mais laissés en liberté provisoire. La même source précise que les enquêtes se poursuivent. De nouvelles interpellations dans les prochains jours ne sont pas exclues. En Europe, la France rend hommage aux 13 soldats morts au Mali. Le président Macron va présider à 14h la cérémonie pour prononcer l'éloge funèbre et remettre à titre posthume la Légion d'honneur à chacun des 13 soldats morts il y a une semaine jour pour jour. L'armée française n'avait pas subi une telle perte depuis 1983 lors de l'attentat contre le quartier général français à Beyrouth qui avait fait 58 morts. Dérèglement climatique, c'est parti pour la COP25. La conférence de l'ONU sur le climat se déroule cette année à Madrid, en Espagne. Le secrétaire général des Nations Unies a déjà pris la parole. Selon Antonio Guterres, l'humanité doit choisir entre l'espoir d'un monde meilleur en agissant ou la capitulation. Cette fin d'année a été marquée par une série sans précédent de mobilisations citoyennes pour le climat. Cette conférence internationale donc a de
d'énormes enjeux. D'abord, soutenir les populations affectées de façon irréversible par le dérèglement climatique, mais aussi définir un encadrement plus strict concernant les marchés carbone. Merci Anna Rocha. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue aujourd'hui, nous discutons de l'endettement, de la soutenabilité de l'endettement du Sénégal et nous en parlerons avec M. Thierno Tchoun, économiste, directeur des études du Centre de recherche et de formation pour le développement économique et social, et avec M. Moubarak Lo, économiste, directeur général du Bureau d'information gouvernementale, le BIG. RFM Sport. Rebonjour Malal Diagne Junior. Rebonjour Souleymane. Football d'abord, les Snaps d'excellence de Thiès veut recevoir au stade Lat Dior de Thiès. Fraîchement promu en Ligue 1 pour sa première, les dirigeants de l'équipe de Thiès veulent recevoir tous les matchs à Thiès au stade Lat Dior pour jouer devant leur public. Et pour ce faire, les dirigeants demandent à la Ligue professionnelle mais également à la Fédération de mettre en œuvre les processus qui permettront donc qui vont permettre à l'équipe de jouer à Thiès. Le président, Maître Pape Sidilo, s'est également prononcé sur le budget et les ambitions de son équipe. Pape Sidilo, que nous écoutons. C'est clair que si on veut réaliser une saison d'apprentissage, on pense être prêt. Nous avons réussi nos 6 semaines de préparation. Nous avons fait nos 3 stages de 6 jours comme recommandé par les standards internationaux. Maintenant, on a renouvelé l'équipe à presque 20 à 30%. Nous avons commencé la campagne d'abonnement. Nous avons réuni notre budget annuel selon les prévisions et les rentrées effectives. 52 millions. Nous avons tout ce qu'il faut pour faire une bonne saison. Une bonne saison, ça veut dire réaliser ses objectifs qui restent le maintien, la 12e. Vous allez jouer où? À Thiès? À Lat Dior, on n'a pas de plan B. On va jouer au stade Lat Dior. Si on ne joue pas au stade Lat Dior, ce n'est pas la peine qu'on compte sur nous pour le championnat. Ou alors nous jouons à Lat Dior, ou alors nous jouons nulle part. Parce que nous n'avons ni les moyens, ni la prétention d'aller ailleurs. Les Thiessois ont attendu 10 ans pour avoir un club de Ligue 1. Aujourd'hui que tout le monde s'est battu pour avoir ce club de Ligue 1-là, on ne va pas priver cela aux populations thiessoises qui sont en train d'acheter les cartes d'abonnement comme pas possible pour pouvoir suivre leur équipe. On ne compte pas sur moins de 5 000 à 6 000 personnes par journée de championnat, donc il faut qu'on joue à Thiès. Est-ce que vous avez discuté avec les autorités de Thiès pour que le stade soit mis à disposition? C'est clair que le problème ne se pose pas d'emblée et tout de suite. Nous pensons que c'est un stade qui est là, à Thiès. Il jouait 2 journées de match par week-end. Je pense que ça ne va pas dégrader le stade, encore que nous n'utilisons pas les vestiaires des équipes nationales. On ne pourrait pas comprendre que les fils de Kolda, que les fils de Dakar, que les fils de Kaolack et même les fils de Tivaouane viennent jouer là-bas et que les fils de Thiès n'y jouent pas. Ça n'aurait aucune explication, bien qu'on soit dans un monde planétaire et que tout le monde sera chez lui à Thiès. Maintenant, il faut que les Thiessois jouent là-bas. Maître Pape Sidilo et les autres responsables du foot à Thiès seront reçus demain à 11h par le ministre des Sports Matarba. Parlons maintenant du Ballon d'Or 2019. Les Dakarois mettent Sadio Mané sur la plus haute marche du podium. Ils sont tous d'accord, mécaniciens, vendeurs de pain, taximans ou autres simples amoureux du football. L'enfant de Bambali mérite largement le Ballon d'Or au regard de ses performances. Suivons ce reportage de Virginie Lewontine Sagna. Trouvé en plein chantier, Ahmed Diakhaté, mécanicien, porte son choix sur Sadio Mané. Selon lui, les performances qu'il a réalisées parlent pour lui. Moi, je vote pour Sadio Mané parce que Sadio Mané fait partie des meilleurs joueurs du monde depuis 2 ans. Regardez ce qu'il a réalisé. Il a été 2 fois finaliste de la Ligue des Champions. Il a été meilleur buteur de la première ligue anglaise. Il a été finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Il a remporté la Super Coupe. Donc, il a vraiment été au top niveau. Et moi, je suis africain et je suis fier de ce qu'il a réalisé. Donc, moi, je vote pour lui. Amateur de foot, Mohamed Seck soutient que Sadio Mané mérite de gagner le Ballon d'Or. Sadio mérite largement le Ballon d'Or. Cette année, il a fait une belle saison. Il a été meilleur buteur du championnat d'Angleterre. Il a été finaliste de la Coupe d'Afrique. Et voilà, il a aussi remporté le championnat. Je pense que pour moi, c'est le meilleur profil pour gagner ce Ballon d'Or. Jeune footballeur, Boubacar Ba estime que c'est un devoir pour tout Africain de voter pour Sadio Mané. Je suis africain et je vote pour les Africains. Pour moi, c'est soit Sadio Mané ou Moussala. Mais moi, je vote pour Sadio Mané parce qu'il le mérite. Ibrahima Kamara va plus loin.
Il est temps que l'on attribue le ballon d'or aux Africains au regard des performances. Même si je n'étais pas sénégalais, j'allais voter pour Sadio Mané. Parce que regardez, l'année dernière, Modric avait tout perdu. Mais le fait d'avoir remporté la Ligue des Champions lui a permis de gagner le ballon d'or. Donc Sadio Mané le mérite. Pour bon nombre de Sénégalais, le natif de Bambali mérite de remporter ce trophée. Sadio Mané a fini de séduire le public sénégalais à travers ses performances qui l'ont hissé parmi les plus grands de la planète foot en 2019. La cérémonie de remise de ce ballon d'or sera à suivre en direct sur RFM à partir de 19h45 avec des invités. Les auditeurs pourront également participer à l'émission Souleymane. Beach soccer, pour finir, l'heure est au bilan de la Coupe du Monde. Après la victoire finale du Portugal devant l'Italie 6-1, faisons le point de cette compétition avec Sodacham. Le Portugal, encore au sommet du beach soccer mondial. Après son trophée inaugural en 2015, le Portugal remporte pour la deuxième fois le mondial de beach soccer après avoir battu l'Italie par 6-4. Nombreux sont ceux qui espéraient voir un match très serré pour cette grande finale. Mais les Portugais ont très tôt pris les choses en main, même si c'est l'Italie qui avait ouvert le score. Ainsi, l'Italie reste vice-championne, comme ce fut le cas en 2008. Pour la petite finale, la Russie s'est imposée devant le Japon pour arracher la médaille de bronze, comme en 2015. Le Japon, la 4e place. La 5e place est occupée par le champion sortant, le Brésil. Le Sénégal est classé 6e, comme lors de l'édition précédente. Malheureusement, l'autre représentant africain, le Nigeria, occupe la dernière place. Les Nigérians sont rentrés avec 0 victoire, tout comme le Mexique et les États-Unis. Pour les trophées individuels, l'Italien Gabriel Gori remporte le titre de buteur en or avec 16 réalisations en 6 matchs. Le Japonais Ozu Moreira, meilleur joueur de la compétition. Le titre de meilleur gardien revient au portier du Portugal, Andrade. Et le Sénégal remporte le prix Fair Play grâce à son comportement exemplaire durant le tournoi. Sodacham, Asunción, Paraguay, Radio Futur Média. Souleymane. Merci beaucoup Malal Diagne Junior. Et à tout à l'heure pour le spécial Ballon d'Or, 19h45. Inch'Allah. La presse de ce lundi 2 décembre 2019, lui est commentée par Georges Déthié-Diop. Un nouveau drame de l'émigration. 5 Sénégalais en partance pour l'Espagne perdent la vie dans un naufrage au Maroc. Selon Vox Populi, leur embarcation a chaviré vendredi. Le journal donne les noms des victimes et souligne que 4 d'entre elles habitent le même quartier à Yeumbeul. Les 2 sont d'une même famille. La 5e victime est originaire de Touba. À Thiaroye-sur-Mer, ce sont les familles des 6 pêcheurs disparus en mer qui se confient à l'Observateur. Et le moins que l'on puisse dire est que l'attente est longue et douloureuse. Selon mon confrère, au 14e jour de la disparition, leur famille, angoissée, soutenue par les proches, continue de scruter la mer. Sur Terre, l'on attend encore la mise en service du TR, le train express régional. Ce sera l'année prochaine si l'on se fie au ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement. Dans un entretien accordé à l'Observateur, Omarioum déclare qu'en avril, on sera dans la phase effective de mise en circulation commerciale du TR. Et à propos du BRT, il fait savoir que 30% du capital sont réservés aux Sénégalais. Autre sujet abordé par le ministre Omarioum, l'affaire Bougazeli qui, à son avis, ne peut pas laisser leur image intacte. Elle va affecter le président Sall. En tous les cas, sur cette affaire, Libération fait état d'aveux destructeurs. Le journal se fonde sur les déclarations de Oumar Samb lors de sa garde à vue. Le président du mouvement, Diarine Sereo, a fait savoir lors de son interrogatoire que Bougazeli lui a dit que c'est avec l'argent issu du trafic qu'il finançait ses campagnes électorales. Il disait qu'il détenait des milliards en billets noirs. Autre propos tenu par Oumar Samb et rapporté par Libération, je lui ai proposé de me vendre un paquet de billets noirs d'une valeur d'$1 million à 1 million de francs CFA. Parlons d'un autre dossier, l'affaire Guy Marius Sagna, arrêté devant le palais présidentiel lors d'une manifestation interdite. Le sujet était au centre des débats lors du passage du ministre de l'Intérieur à l'Assemblée nationale. Tribune souligne à ce propos que la question a divisé les députés et pour cause, des parlementaires de la majorité veulent des sanctions alors que l'opposition réclame sa libération immédiate et sans condition. L'AS traite du même sujet et se fait l'écho des positions de certains parlementaires. Aïmé Rouning, pour qui il faut les sanctionner pour leur montrer combien les institutions sont importantes. Pour Aïda Sow Diawara, il faut prendre des sanctions exemplaire. Quant à Cheikh Baradouli, il soutient que ces arrestations constituent un recul démocratique. En tous les cas, les Échos soulignent que ça craint pour le célèbre activiste. Selon le journal, Guy Marius Sagna est poursuivi pour 4 chefs de prévention, dont
rébellion et violence contre un agent. Les conséquences de l'affaire Guy Marius Sagna, enquête indique que l'action d'éclat de l'activiste risque de raffermir les restrictions sur l'avenue Léopold Sédar Senghor. Elle a remis en selle ceux qui veulent que le palais soit une zone d'exclusion interdite à la circulation piétonne. Mais le président Sall va-t-il céder? Enquête se pose la question et rappelle qu'il s'y est toujours opposé, estimant qu'une ouverture démocratique et un rapprochement populaire sont préférables à une tour d'ivoire. À la une de Source A, Laurier tressé à Cherkanté en Conseil des ministres du 27 novembre. Entre autres raisons, selon mon confrère, 600 participants, dont près d'une dizaine de chefs d'État de l'UEMOA, plus de 45 ministres, une dizaine de dirigeants d'institutions internationales, dont la vice-secrétaire générale des Nations Unies, le président de la Banque mondiale et la directrice générale du Fonds monétaire international. La directrice générale du FMI qui s'est entretenue avec le quotidien national Le Soleil, Kristalina Georgieva, salue les bonnes performances économiques réalisées par le Sénégal qui, selon elle, est parmi les pays les plus performants d'Afrique subsaharienne. Elle ajoute que les résultats économiques récents du Sénégal sont impressionnants et les perspectives économiques sont favorables. Et dire que l'État fixe à la Direction générale des impôts et domaines un objectif de 300 milliards de francs CFA de recettes à recouvrer en un mois. L'information barre la une du quotidien Le Quotidien. Selon le journal, le directeur général de la DGID a informé que les services fiscaux ont recouvré 1300 milliards de francs CFA sur un objectif de 1600 milliards pour l'année 2019, soit un gap de 300 milliards de francs CFA à combler dans un délai d'un mois. Sport pour terminer, le Ballon d'Or 2019. Le gagnant connu ce soir. Les 5 favoris selon record, Messi, Van Dijk, Ronaldo, Mané et Salah. Et déjà, les Échos informent que 2 organes de référence ont annoncé le sacre de Lionel Messi. Situation qui met en colère Diomansy Kamara. Il peste que, vu la tournure des événements, Sadio ne sera même pas sur le podium. En tous les cas, les dés seraient déjà jetés et les carottes cuites pour Sadio. Selon l'Obs, l'attaquant des Lions du Sénégal serait classé 5e derrière Messi. 1er, Van Dijk. 2e, Salah. 3e et Ronaldo 4e. Thierno Seydi ne veut nullement entendre placé de ce classement. L'agent de joueur confie dans les Échos que si Sadio Mané ne gagne pas le Ballon d'Or, ce sera le plus gros scandale du football. L'avis de Stéphane Guy, journaliste à Canal+, dans Record, il est convaincu que si Sadio s'appelait Maninho et qu'il était brésilien, il aurait sans doute le Ballon d'Or 2019. Nous parlons de la dette du Sénégal, particulièrement de sa soutenabilité. Et pour discuter de ce thème qui nous a inspiré par l'organisation d'un sommet international à Dakar sur le développement durable et la dette et la soutenabilité de la dette, nous sommes en ligne en direct avec M. Thierno Thioune, économiste, directeur des études du Centre de recherche et de formation pour le développement économique et social. M. Thioune, bonjour. Bonjour Souleymane. Et nous sommes également en direct avec M. Moubarak Lo, économiste, directeur général du Bureau d'information gouvernementale. M. Lo, bonjour. C'est mon ami Doudou Sarnian, qui est directeur du Bureau d'information gouvernementale. Exact. Moi, je suis directeur général du Bureau de prospective économique. Ah, autant pour moi. Et désolé pour cette méprise, M. Moubarak Lo. Bonjour. Bonjour. Alors, M. Moubarak Lo, nous allons commencer par vous. Il y a cette réunion internationale, cette conférence internationale sur le développement durable et la dette soutenable organisée par le Cercle des économistes et le gouvernement du Sénégal à travers les ministères compétents. Aujourd'hui, quel est le profil de la dette du Sénégal? Où est-ce qu'on en est? Il y a eu un débat très intense sur... comment dire, la soutenabilité de la dette du Sénégal. Qu'en dites-vous? Bon, vous savez, on ne peut pas être juge parti. Donc, il faut se fier à l'avis des institutions internationales. D'après le Fonds monétaire international, la dette du Sénégal est soutenable et viable. Et donc, il n'y a pas de péril en la demeure, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Le Sénégal a une dette qui peut être payée et donc d'ailleurs les investisseurs continuent à faire confiance au Sénégal. Quand je parle des investisseurs, c'est ceux qui achètent la dette du Sénégal. Si le Sénégal veut vendre, disons, des bons ou des obligations sur les marchés financiers. Très bien, c'est quand même 863
1,17 milliard pour l'amortissement et les charges de la dette publique. Ça semble quand même assez faramineux comme chiffre. Bon, vous savez, les chiffres, il faut toujours les relativiser parce que tout dépend du rapport. 800 milliards, si c'est comparé à 1000, c'est beaucoup. Mais si c'est comparé à 15 000 milliards ou 16 000 milliards, ce n'est pas aussi important. Donc, encore une fois, le FMI, c'est l'institution internationale la plus respectée pour pouvoir donner des avis sur la viabilité des situations économiques et financières des pays. Et le FMI continue de dire que la dette du Sénégal est viable. Donc je ne pense pas que c'est pour faire plaisir au Sénégal, mais c'est fondé sur des analyses des experts donc, qui ont analysé tous les pays. Et certains pays ont des dettes qui ne sont pas viables, ce n'est pas le cas du Sénégal. Et d'ailleurs, ça se prouve tous les jours sur les marchés financiers, parce que si la dette n'était pas viable, personne n'accepterait de renouveler, disons, son engagement sur les titres du Sénégal. Il n'empêche, Moubarak Lo, on assiste quand même à des arriérés de paiement et qui plus est des paiements d'obligations, puisque la loi de finances rectificative essaie de corriger ces impairs. C'est quand même un signal assez négatif sur les marchés financiers internationaux. Bon, vous savez, il faut toujours distinguer le budget et la trésorerie. Sur l'année, vous pouvez être en mesure de pouvoir payer les charges de la dette ou les engagements que vous avez au niveau intérieur par rapport à la commande publique notamment, mais vous pouvez avoir maintenant des difficultés de trésorerie. Ça, c'est des choses qui arrivent, ou bien des tensions budgétaires qui font que vous n'êtes pas en mesure, disons, de dérouler votre budget comme vous le vouliez dans le cadre de la planification que vous aviez faite en début d'année. Mais l'important, c'est qu'en fin d'année, que tous vos engagements soient respectés. Donc, aujourd'hui, le Sénégal, dans le cadre de l'UEMOA, ne peut pas accumuler d'arriérés intérieurs. C'est interdit. Et au niveau international, bien évidemment, vous n'avez jamais entendu ces dernières années parler de rééchelonnement de la dette du Sénégal. Ça veut dire que la dette est payée à date échue. Très bien. J'aimerais entendre M. Tchernochoun sur ces questions, notamment sur la soutenabilité et les problèmes de remboursement, d'amortissement du principal et des intérêts de notre dette, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Quelle est votre analyse de ce profil de la dette du Sénégal? Merci Souleymane. Je devrais te dire d'emblée qu'il y a un peu plus de 3 ou 4 mois, nous avions alerté sur le rythme d'endettement du Sénégal. Et dans votre parution du 6 juillet et 7 juillet, nous avions évoqué un peu ce profil d'endettement du Sénégal. Alors, moi, ce que j'avais dit à l'époque, c'était que c'était très inquiétant, le rythme, la célérité avec laquelle la dette se constituait. Alors, si on en revient à sa soutenabilité, il faut d'abord comprendre ce que c'est que la soutenabilité de la dette. La soutenabilité de la dette, en réalité, exprime tout simplement la capacité de notre pays à rembourser ses emprunts et donc sa solvabilité. Alors, on se rappelle tous récemment, n'est-ce pas, que le Sénégal a levé 55 milliards sur le marché de l'UEMOA. C'est que cette opération n'explique ni plus ni moins qu'une certaine difficulté de trésorerie. Alors, l'État du Sénégal avait aussi, il y a quelques mois, quelques arrêts de paiement, notamment en ayant une dette intérieure pour le secteur BTP, travaux publics, qui se tournait autour de 150 milliards. Il y avait aussi récemment, on oublie, un gap fiscal de plus de 100 milliards. Donc, tous ces effets conjugués, n'est-ce pas, mettaient une sorte de tension, une pression, une sorte de tension de trésorerie sur les finances publiques et ça a constitué un lourd fardeau. Et récemment aussi, on a tous vécu la loi de finances, la deuxième d'ailleurs, loi de finances rectificative qui donnait à Sénélec plus de 250 milliards. Alors, est-ce que la dette du Sénégal est soutenable?
si je mets en rapport tous ces éléments, je crois qu'il faut qu'on fasse attention et bien sûr qu'il faut quand même qu'on dise qu'il y a, à mon avis, un équilibre très fragile quand même entre les recettes et les engagements de l'État. Et vous l'avez dit, aujourd'hui, les capacités de recouvrement des recettes, n'est-ce pas, dépassent un tout petit peu les engagements de l'État qui se chiffrent à plus de 83 milliards par mois. Donc je crois que pris en compte avec la masse salariale qui ne cesse d'augmenter, je crois que la question de la solvabilité devrait être quand même regardée de près parce que l'équilibre, à mon avis, l'équilibre est fragile. Alors, M. Moubarak Lo, pourquoi s'endette-t-on tant? Que fait-on avec l'argent qu'on lève à l'intérieur et à l'extérieur du pays à travers les différents mécanismes, obligations, bons du trésor, etc.? Bon, vous savez, quand vous êtes un pays en développement, vous avez très souvent un gap en matière de capital humain et d'infrastructure. Parfois également, en tout cas, si vous voulez faire des politiques actives de soutien de la production, il vous faut des ressources importantes pour soutenir la production agricole, notamment pour soutenir les équipements agricoles, mais également au niveau industriel, pour soutenir le développement des filières. Donc, quand vous avez maintenant tous ces besoins à satisfaire, parce que d'après les estimations de la Banque mondiale, les pays africains doivent investir chaque année 93 milliards pour combler le gap des infrastructures, qui coûte cher. Je parle que des infrastructures, je ne parle pas du gap du capital humain, parce que si vous voulez accélérer votre croissance, il vous faut travailler sur tous ces paramètres. Et donc, maintenant, en face, il faut financer ces besoins. Donc, vous avez les ressources intérieures, mon collègue de tout à l'heure en parlait, mon homologue. Et donc, maintenant, le budget de l'État ne peut pas tout financer. Donc, vous êtes obligé soit de demander l'appui des partenaires ou de vous endetter, ou bien de solliciter l'apport du secteur privé. Mais quand vous démarrez, en général, le secteur privé ne s'intéresse qu'aux investissements profitables. Donc, la seule solution qui vous reste, c'est donc d'avoir soit le développement des ressources intérieures, et comme je dis, il y a une contrainte énorme pour pouvoir accélérer les ressources publiques. Donc, il vous reste à vous endetter. Maintenant, il faut assurer ce qu'on appelle une gestion prudente de la dette, et notamment ne pas vous endetter dans des devises dont vous ne maîtrisez pas le coût. C'est pourquoi de plus en plus, si vous avez regardé, l'État maintenant s'endette de plus en plus, en tout cas pour la dette commerciale, sur le marché local. Communautaire. Voilà, le communautaire c'est local pour nous parce que c'est le franc CFA. Oui, absolument. Donc il n'y a aucun risque. Ensuite, avec des taux assez intéressants. L'autre solution, c'est de développer la concessionnalité de la dette. Bon, quand vous allez sur les marchés, vous avez des limites parce que vous devez quand même payer 5 à 6%, ce qui n'est pas concessionnel. Mais quand vous vous endettez auprès de pays ou d'institutions internationales, vous avez la capacité de négocier une dette concessionnelle. Donc le Sénégal aujourd'hui, dans sa stratégie de gestion de la dette, a intégré tous ces éléments. Et donc, je pense qu'on peut faire confiance au ministère de l'économie et des ministères des Finances pour assurer une gestion de bon père de famille, je dirais, de la dette du pays. Et que donc le Sénégal ne sera jamais, en tout cas depuis 1994 on peut l'assurer, le Sénégal a maintenant appris à gérer sa dette et donc le Sénégal ne sera jamais dans une situation de dette non soutenable. Ça c'est du passé. Très bien, c'est bien noté. Merci Moubarak Lo, économiste et directeur général du Bureau des études prospectives, m'avez-vous dit? Prospective économique. Bureau de prospective économique. De prospective économique. Merci à vous.